a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sophia Sekimi. Je vais la laisser se présenter après, puisqu'en fait, ça sera ma première question. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec Sophia sur les réseaux, sur différents sujets, et c'est grâce à ce contact que j'ai découvert le projet qu'elle porte, et surtout le sujet qu'elle porte, qui est celui de la puberté précoce. Elle va nous parler comment l'expérience de sa fille l'a amenée à accumuler tout un tas d'informations avec sa rigueur d'universitaire, justement pour comprendre ce sujet, pour comprendre les enjeux de ce sujet. Vous allez d'ailleurs avoir certaines informations qui, moi, m'ont vraiment interpellé au niveau de la condition des femmes et des filles dans le monde. Et je pense que ça fait toujours du bien de se rendre compte à quel point il faut un petit peu ouvrir les yeux et sortir un petit peu de chez soi sur ce sujet-là qui est quand même d'une importance capitale. Nous allons bien sûr parler donc du sujet spécifique de la puberté précoce, à savoir quels sont les signes, comment est-ce qu'on la détecte, comment est-ce qu'on l'accompagne, quels en sont les sujets, et surtout aussi qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc je remercie Sophia pour son témoignage, pour toutes les informations qu'elle va nous transmettre. Bien sûr, nous allons aussi parler du projet qui a vu le jour justement grâce à cette situation rencontrée dans sa vie, cette situation de puberté précoce de sa fille. Je vais maintenant laisser Sophia, mon invitée, se présenter et je vous souhaite une très bonne écoute. Je dirais que je suis une femme entrepreneuse, maman de 2 petites filles, donc une de 9 ans et une de 2 ans et demi. Je me présenterai comme étant une professionnelle à un parcours très très atypique, puisque donc même à l'université, j'ai pris des voies un peu différentes et que mon parcours professionnel a continué de marquer justement ce multipotentiel. Et aujourd'hui, je suis donc enseignante à l'université et aussi entrepreneuse. D'accord. Voilà comment je me définirais. Et tu enseignes quoi ? Alors, j'enseigne l'évaluation d'entreprise en Master 2. Donc, c'est une conjugaison de droit fiscal et de comptabilité. Ok, d'accord. On va voir si ça a à voir avec notre sujet, mais sait-on jamais. Ça aide. Le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet un peu particulier, c'est celui de la puberté précoce. Oui. C'est quoi la puberté précoce ? Alors, c'est une puberté qui arrive en fait avant 8 ans. Donc, il faut savoir qu'il y a la puberté donc, dite normale. Donc, les chiffres ont bien avancé. On parlait de puberté à 12 ans. Aujourd'hui, les chiffres parlent plutôt d'une puberté aux alentours de 10 ans et demi. On parle de puberté avancée entre 8 et 10 ans, puisque les chiffres justement ont avancé. Et on parle de puberté précoce avant 8 ans. D'accord. En fait, comme moi, quand tu me dis ça, le premier truc que je me dis, c'est, en tant que papa d'une petite fille, c'est... Attends. Moi, je m'imagine la puberté de ma fille, parce que tu vois, j'essaie de me projeter, de parler des règles, tout ça. Et je me dis, ouais, moi, déjà, dans ma tête, si tu veux, c'était, 12-13 ans, tu vois. Donc déjà, avancé 10 ans et demi, je me dis, waouh. Et précoce, c'est avant 8 ans, quoi. Oui. C'est quand même extrêmement tôt. C'est très tôt. Et tout comme toi, je me disais qu'un jour, j'aurais affaire justement au récit plus ou moins romancé de la puberté, mais que ça serait effectivement à l'adolescence. Et je ne pensais pas que j'aurais cette discussion avec ma fille tout juste âgée de 7 ans, en fait. Et donc, c'est parce que ça arrive à ta fille à 7 ans. Voilà, donc les signes, je t'expliquerai un peu comment ça se passe quand on va développer. Et oui, ces premiers signes pubertaires ont eu lieu à 7 ans. Ça, c'est dingue, ça. Oui. Et c'était quoi ? Alors justement, pour ma fille, donc ça a été très très rapide, ça s'est fait très rapidement. En fait, au début, c'était des pertes vaginales que j'ai prises au début pour un problème d'hygiène. Et 15 jours après, il y a eu l'apparition d'un premier bourgeon mammaire. Et là, effectivement, il n'y a plus de doute dans ma tête, ça a fait une addition, perte, bourgeon mammaire, puberté. Et du coup, j'ai consulté la veille du confinement. Et mon médecin généraliste a confirmé en me disant oui, effectivement, il y a bien un début de puberté, puisque c'est d'abord des signes cliniques avant qu'on voit les signes biologiques. Elle nous a donné un tas d'examens, mais le soir même, on a été confinés. Ah oui. Voilà, du coup, j'ai dû attendre tout le temps du confinement, parce que comme ma fille, c'était pas en fait d'urgence, il n'y avait pas d'urgence, donc on a dû attendre pour faire tous ces examens. Et du coup, j'ai eu le temps de potasser toute la littérature médicale, tout ce qui se faisait sur le sujet. Et d'être informée vraiment, de pouvoir faire une prise de décision éclairée sur le sujet. Alors, pardonne et pardonnez, chers auditeurs, mon ignorance, mais un bourgeon mammaire, c'est quoi ?
Alors, c'est le développement, en fait, du sein. D'accord. Voilà, donc c'est une petite boule qui apparaît et qui est justement prise par beaucoup de parents, comme par exemple une petite fille étant en surpoids. C'est comme ça que, par exemple, que beaucoup de parents passent à côté de la puberté de leurs enfants, de la puberté précoce. D'accord. Parce qu'ils pensent que c'est de l'embonpoint ou que c'est une petite masse graisseuse, alors que dans la majorité des cas, c'est le développement d'un bourgeon mammaire qui peut être symétrique ou asymétrique. D'accord, ok. Donc c'est une petite... Moi, ça m'est jamais arrivé, donc fatalement, je connais pas très bien. Oui. C'est une petite boule qui est dure, ça ressemble quoi, à un kyste pour le coup? Est-ce Oui, qu'on peut voilà, s'inquiéter de ce exactement. genre de choses? Une petite boule, en fait, au niveau du mamelon, tout simplement. Donc ça doit paraître évident pour bien des femmes qui nous écoutent, mais je préférais préciser pour les hommes aussi qui écoutent ce podcast, parce que moi, bourgeon mammaire, je sais pas ce que c'était, et je suis ravi de le savoir, parce que peut-être que pour ma fille, ça sera sûrement utile. Des signes. Et donc, ta fille a ses pertes, puis ce bourgeon mammaire, et donc confinement. Il y avait une batterie d'examens effectués. C'était quoi comme examen? Alors, c'était une radio, donc une échographie pelvienne, pour voir justement s'il y avait une activité au niveau des ovaires et la taille de l'utérus. Il y avait une radio du poignet pour définir l'âge osseux et une IRM de l'hypophyse, parce qu'il faut savoir que dans 2% des cas, ça peut être des problèmes au niveau des tumeurs, au niveau de l'hypophyse. D'accord. Voilà, donc on a dû attendre. Oui. Oui, après du tout, c'est plus du tout le même résultat. Voilà. Et une analyse d'urine sur 24 heures pour justement pouvoir bilanter les différentes hormones. Ok. Voilà. Et donc vous avez fait tout ça? Après le confinement, on a fait tout ça. Oui. Ouais. Mais il faut savoir en fait que quand ma fille a développé ses premiers signes, je me dis toujours que voilà, si on sait ouvrir les yeux, la vie nous prépare en fait aux différents événements qu'on peut traverser. Et un mois avant ce qui est arrivé à ma fille, j'étais tombée sur un rapport de l'UNICEF qui parlait des menstruations dans le monde des petites filles et qui expliquait qu'effectivement, dans beaucoup de pays, elles avaient leurs règles à 7 ans et que c'était en fait normal puisque culturellement, on ne parlait pas de puberté avancée, pas de puberté précoce. Et du coup, ça m'a vraiment touchée, parce qu'une fois par mois, j'ai une sorte de petit café de femmes avec des amis, et j'en avais fait une revue de presse en expliquant, en disant, mais regardez, à travers le monde, il y a des petites filles qui ont leur menstruation à 7 ans. Et surtout, ce qui m'avait touchée dans ce rapport, c'est qu'elles n'étaient plus scolarisées à cause de leur menstruation. Donc, 2 raisons principales. Le coût des protections hygiéniques, qui est très très cher, et pour des familles qui n'ont pas les moyens, entre un morceau de pain et une serviette hygiénique, le choix, il est vite fait. Et quand bien même elles pourraient avoir ces protections hygiéniques, la plupart des écoles, des lycées, des universités ne sont pas équipées de sanitaires dans certains pays. Ouais. Ce qui fait que, par exemple, en Inde, 60% des petites filles sont déscolarisées à cause de leur menstruation. Et plus de 60% des 14-24 ans ne peuvent plus aller à l'école puisque leurs universités, leurs écoles ne sont pas équipées de sanitaires. Excuse-moi, mais là, on sort un peu du sujet de la puberté précoce, mais je trouve ça dingue, quoi. Je trouve ça dingue, c'est quand même... Enfin, on est quand même en train de se dire que dans le monde, dans des pays extrêmement peuplés, pour le coup, quoi, tu parles de l'Inde, des femmes ne peuvent pas, en tout cas des jeunes femmes, on catégorise ce qu'on veut après, mais ne peuvent pas accéder à l'enseignement supérieur ou même à l'enseignement secondaire parce qu'elles ont la règle, quoi. Oui, même à l'école primaire, en fait. Elles sont très vite déscolarisées. Oui. Et du coup, je trouve que c'est vraiment la double peine. C'est-à-dire que vous pensez que dès que vous êtes une fille, vous êtes condamnée parce que vous avez vos menstruations. Et donc, c'est tellement fréquent, en fait. L'UNICEF estime que c'est 300 à 500 millions de petites filles qui ne vont plus à l'école. Simplement parce qu'elles ont leurs règles. C'est incroyable. Oui. Là, tu vois, tu m'apprends ça, tu vois ma tête en direct. Hein, c'est incroyable. Non, oui. Et des pays comme l'Inde, où il y a énormément de femmes, oui, la plupart ne peuvent pas aller à l'école. Et comment ça se passe? Alors, je reste un peu sur cette question-là, parce que ça m'interpelle. Comment ça se passe? Est-ce que tu as eu l'info? Est-ce qu'elles ont quand même la possibilité de poursuivre leurs études à distance? Est-ce que c'est ne pas aller en cours une semaine par mois? Non, c'est fini, quoi. C'est fini. Une fois qu'elles ont leur menstruation, c'est fini. Par exemple, on prend un pays comme le Népal. Une fois qu'elles ont leur menstruation, elles sont limite écartées du cercle familial. Donc, parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes sur les menstruations. Et du coup, non, et on ne pense pas à ne serait-ce qu'installer des sanitaires, par exemple.
et ça c'est mon avis, hein, je pense avec tous les rapports que j'ai pu lire, c'est aussi très politique. Les femmes sont écartées dès jeunes de la sphère économique, de la sphère culturelle, et c'est vraiment, oui, c'est scandaleux. Ah non, mais c'est proprement scandaleux. Tu vois, quand on parle de patriarcat et que ce soit en France et dans le monde, là on a encore vraiment des exemples où le simple fait d'avoir ces menstruations fait qu'on est écarté. Alors j'ai entendu parler en effet de croyances sur les périodes menstruelles où les femmes sont rejetées de la famille le temps d'eux parce que le sang menstruel serait sale ou quoi. Alors, il n'en est que, hein. Oui. C'est juste très clair là-dessus, hein. Ça n'est que de la croyance, mais alors, tu vois, par rapport aux études, je ne pensais pas du tout que ça avait cette implication-là, quoi. Ah si, et beaucoup de pays justement écartent les petites filles dès qu'elles ont leur menstruation. Et en plus, dans ces pays-là, justement, elles ont leur menstruation très tôt. Du coup, elles sont très vite écartées du système scolaire. Et donc, pour le coup, elles n'ont pas accès à l'éducation, elles n'ont pas accès, pour le coup, pas du tout. Ni au métier, ni à rien. Enfin, Non, elles sont tout de suite condamnées. Et il y a même pire, il y a par exemple des populations comme les Dalits en Inde, c'est des populations de femmes et de filles maudites qui doivent en fait, c'est les personnes qui vident les excréments dans les maisons, qui vident les fosses septiques en fait. Ouais. Et ces petites filles-là sont aussi amenées à vider en fait les poubelles de protection hygiénique de peuples un peu plus riches qui peuvent justement avoir accès aux protections hygiéniques. Ah ouais, c'est dingue ça. Oui. C'est juste dingue. Ok. Bon, on va refermer cette parenthèse pour l'instant. Je t'avoue que je suis un peu choqué quand même de ça, mais ça montre aussi tout le chemin qu'il y a à parcourir au niveau mondial sur le sujet de la condition des femmes. Oui. Ça me semble important. Et toi, donc, ta petite fille, pour le coup, elle n'a pas été écartée de l'école? Non. Alors justement, donc c'est là où elle a eu de la chance, déjà d'être dans un pays occidental, d'être entourée par des parents instruits, d'avoir accès à la médecine. Donc du coup, elle, ce qui s'est passé, c'est que donc elle a eu 7 ans, donc quelques mois après, elle a eu 8 ans. Donc les examens ont montré effectivement un âge osseux de 11 ans. Ils ont montré donc la puberté, il y a 4 stades. Ma fille était au stade 2. Donc l'hypophyse, il n'y avait rien, donc c'était pas un problème de tumeur. Donc ça c'était normal, mais elle déclenchait, oui. Ce qui est en soi un soulagement. Un grand soulagement. Oui, surtout quand vous attendez 3 mois et que vous avez le temps d'étudier toute la littérature et que vous voyez effectivement... Et vous préparez au pire, quoi. Exactement, parce que vous dites que finalement, oui, c'est possible d'avoir sa puberté précoce, mais vous dites que c'est irrationnel. Même si j'avais lu tous les rapports de l'UNICEF. Et du coup, donc le diagnostic tombe. Soumaïa est en puberté précoce, donc pas avancée puisqu'elle a eu des signes pubertaires avant 8 ans. Mmh. Et du coup, on nous propose en fait un traitement. Donc c'est un traitement hormonal sur 2 ans à raison d'une injection en fait toutes les 3 semaines. Donc pourquoi on nous propose le traitement? On nous dit en fait que si Soumaïa ne prend pas ce traitement, elle sera petite de taille. Alors que dans la littérature, aucune étude aujourd'hui ne confirme en fait le fait qu'il y a un lien entre puberté précoce et petite taille. Ah ouais. Oui, puisque souvent dans la conscience collective, on a des idées reçues, des idées fausses sur la puberté. Une fois que vous êtes puberte, vous pouvez prendre que 10 cm et pas plus. Dès que vous déclenchez vos règles, vous prenez 10 cm et pas plus. Et du coup, je découvre des... On pourrait faire... J'ai un épisode sûrement qui viendra sur les croyances culturelles en parentalité, en accompagnement de l'enfant et tout. Mais alors là, je t'avoue que... autant sur le sujet des règles, bien évidemment, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Mais alors là, tu vois, j'avais jamais entendu parler de ça. Du fait qu'on ne pourrait plus grandir parce qu'à partir du moment où on a ces règles, et puis ou très peu grandir. Oui, c'est véhiculé par des médecins et par des endocrinologues. Okay. C'est d'ailleurs c'est ce qu'on vous demande de mettre sur la balance du bénéfice-risque par rapport au traitement. D'accord. On vous dit oui, mais comme elle va déclencher ses règles rapidement, elle va être petite de taille. D'accord. Et c'est là aussi où j'ai vu, en fait, où j'ai été confrontée à l'image de la société. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que ma fille mesure 1m70 pour être acceptable. Oui. Voilà, parce que même les médecins vous présentaient ça un peu comme une peine, c'est-à-dire elle était, bon déjà alors ses règles petites, mais en plus vous allez la condamner, donc la culpabilité qu'on porte en tant que parent, à être petite. Ouais. Voilà, donc ça c'est très très dur parce que Soumaïa était partie prenante des discussions, j'ai pas du tout voulu l'écarter, j'ai tout de suite expliqué à l'endocrinologue qu'elle comprenait et qu'il fallait qu'elle comprenne.
Et parce que je voulais aussi qu'elle devienne un vecteur, en fait, qu'elle devienne une sorte de porte-parole pour les autres petites filles, parce qu'il faut savoir qu'à côté, j'ai créé une association, en fait, qui s'appelle Tente Rouge le Village, pour justement pouvoir parler de cette puberté, de ces menstruations, parce que je me suis aussi aperçue en discutant avec différents parents qu'il y avait beaucoup, en fait, de méconnaissances, notamment liées à la menstruation, et beaucoup d'idées reçues et aussi de problèmes dits psychologiques, c'est-à-dire que beaucoup de parents, beaucoup de mamans transposaient leur propre puberté chez leur petite fille, et du coup les décisions n'étaient plus éclairées, elles étaient prises sous l'affect, sous parfois des traumas, et du coup j'ai voulu justement créer cette association-là pour pouvoir parler. On reviendra sur Tente Rouge juste après. Pour le coup, donc, ta petite fille, on te dit traitement, ou sinon elle sera petite, ce qui en soi, comme tu le soulignes, et montre aussi le fait que faut pas être petit, visiblement, faut pas être ni trop petit ni trop grand, faut être dans la norme. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez décidé ? Alors nous, on a décidé de ne pas la traiter. D'accord. Puisqu'effectivement, au niveau de la pharmacovigilance, les effets secondaires étaient très très lourds. D'accord. Donc effectivement, on vous dit qu'elle pourra prendre quelques centimètres de plus, sans conviction bien sûr, parce qu'il n'y a aucun fait établi, aucune étude qui le prouve. Mais en plus avec des effets secondaires comme la dépression, comme des fractures osseuses, comme des pertes de cheveux. C'est des traitements qui sont donnés aux hommes atteints du cancer de la prostate et aux femmes en fait en parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Donc c'est des médicaments, c'est un traitement qui met au repos l'hypophyse, donc avec tout ce qui va avec. Et on vous demande de mettre ça sur cette balance bénéfice-risque en disant elle risque d'être petite et elle risque d'avoir des règles hémorragiques. D'accord. Du coup, on a décidé de ne pas traiter et de laisser en fait les choses se faire en l'accompagnant bien entendu au maximum. Excuse encore mon ignorance, mais les règles hémorragiques, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une femme, quand elle a ses règles, elle peut perdre trop de sang ? Oui, alors justement, en parlant d'idées reçues, justement, beaucoup de femmes pensent que durant leur période menstruelle, elles perdent 50 centilitres, 1 litre de sang, parce que j'ai fait un peu des questionnaires et des études, et effectivement, j'ai été très surprise de voir que beaucoup de femmes, en fait, ignoraient la quantité, n'arrivaient pas à se représenter la quantité de sang qu'elles perdaient. Ouais. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, que sur une période en fait, de 4-5 jours, elles vont perdre l'équivalent d'une tasse à café de sang. Mais ce qui les induit en erreur, c'est effectivement les protections hygiéniques avec ce coussinet absorbant qui étale en fait la masse de sang et ce côté pas au sec. Du coup, on a cette sensation de perdre toute la journée. Après, effectivement, il y a des femmes qui ont des métrorragies, mais là, on parle de pathologie. Ce n'est plus en fait des menstruations normales. Du coup, on vous dit qu'effectivement, votre petite fille risque d'avoir des règles hémorragiques, donc quelque chose de plus important qu'une tasse à café. Moi, ça me fait flipper en tout cas. Oui, forcément, on vous parle d'hémorragie dans la ouais. Bien sûr, en tant que parent. Tu me dis ça en tant que mec, tu vois, en plus, tu vois, Enfin, je suis pas du tout au fait sur ce sujet. Je me dis que j'ai beaucoup de chemin à parcourir là maintenant en t'écoutant. mais moi, tu me dis, moi, je m'imagine là ma fille en train de perdre des litres de sang par le vagin, quoi. Oui, voilà. Non, alors que c'est pas... D'accord. C'est pas ça. On sait que par exemple, une femme qui accouche en postpartum, la première journée, elle perd 500 ml de sang. Mais elle est en postpartum, voilà. Mais elle vient d'accoucher. Voilà. Mais du coup, c'est bien de rétablir en fait et surtout de permettre aux personnes d'imager la quantité de sang qu'elles perdent. C'est très très important. Parce que quand justement j'ai rencontré différents parents et quand justement on me dit mais c'est hémorragique, moi mon endocrinologue m'a dit que c'était hémorragique, alors que c'est pareil, les faits établis, il n'y en a pas tant que ça. C'est juste qu'on est un petit peu au-dessus de la norme, mais il n'y a pas de risque pour la santé. Non. Enfin, juste pour être très clair, si je comprends bien, derrière l'usage commun du terme règle hémorragique, il n'y a pas de problème pour la santé, mais il peut exister des pathologies. Exactement. Mais qui ne s'appelle pas règle hémorragique. Qui ne s'appelle pas règle hémorragique. Après, chez la femme, il y a du système de règle hémorragique. Après la fausse couche, là, on dit qu'effectivement, il faut qu'elle se rende à l'hôpital parce qu'il y a un caractère d'urgence, mais parce que c'est pareil. Elles étaient enceintes, ce qui n'est pas le cas d'une petite fille qui est atteinte de puberté précoce. Donc, du coup, c'est ce qu'on vous demande de mettre sur cette balance. Okay. La petite taille et potentiellement, je dis bien potentiellement, le risque de règle hémorragique. Donc, on a décidé de ne pas la traiter. Et donc, aujourd'hui, elle a fêté ses 9 ans en août. Donc, elle a eu une puberté précoce à 7 ans. Elle n'a toujours pas de règles. D'accord. Et mieux encore, en mars, on nous a dit que sa puberté était au repos. Ah. Oui, ça arrive. C'est dingue, ça. Oui. C'est incroyable. Oui.
Mais d'où l'intérêt, en fait, et c'est pour ça aussi que ça me tenait vraiment à cœur de fonder cette association et de créer une page Facebook pour pouvoir discuter justement avec, je ne suis pas médecin, mais simplement de pouvoir mettre à disposition, en fait, des tas de connaissances médicales, en fait, des documents, des études, et aussi de pouvoir dire aux parents, attention, prenez différents avis endocrinologues, lisez par vous-même ce qui est écrit, même si voilà, je sais que beaucoup d'études ne sont pas vulgarisées, que c'est très compliqué, mais soyez conscients, en fait. Déjà, il faut maîtriser le sujet. Parce que je trouve que pour ce genre de... C'est très, très important. Beaucoup de parents ont commencé le traitement et l'ont arrêté au bout de quelques mois. Parce qu'effectivement, ils n'étaient pas au courant des effets secondaires, qui sont d'ailleurs très sous-estimés, puisque beaucoup de médecins ne déclarent pas les événements indésirables graves. J'ai envie de dire, je vais ouvrir une parenthèse, mais j'ai envie de dire, tu sais, ça me rappelle un petit peu ce sujet où, à partir du moment où c'est pour les femmes ou c'est pour les filles, les effets secondaires, on s'en fout un peu, quoi. Oui. Au niveau de la médecine en général, je parle, tu vois, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce qu'on sait sur... alors, c'est un autre sujet, mais avec ce qu'on sait sur la contraception masculine. Tu vois, par exemple, on sait très bien que la recherche a déjà créé la pilule pour contracepter les hommes depuis les années fin 70-80. Et en fait, ça n'a pas été fait parce qu'on estime que les effets secondaires empêcheraient la commercialisation, alors qu'ils sont moins importants que les effets secondaires pour la pilule des femmes. Oui. C'est dingue. Oui. Et là, tu me dis qu'encore une fois, concernant un sujet qui concerne les femmes, les effets secondaires sont sous-estimés, quoi. Exactement, oui, minorés. Et puis, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est justement de voir des endocrinologues... c'était vraiment des euphémismes quand ils parlaient de perte de cheveux, alors que c'est une vraie perte de cheveux. C'est pas, les enfants ne perdent pas 2-3 cheveux, c'est une vraie perte de cheveux. Donc l'impact psychologique chez l'enfant est très dur. La dépression, beaucoup d'enfants à 7 ans, 8 ans ont été hospitalisés en psychiatrie. Et on nous dit, beaucoup de parents m'ont dit, oui, mais mon endocrinologue m'a dit de toute façon, oui, mais c'est comme ça, c'est cyclique, autant qu'elle s'y habitue maintenant. C'est-à-dire qu'on est... on est un peu dans un système où c'est pas grave, elle a ses règles à 7 ans, on va lui injecter un traitement. De toute façon, les hormones, elle en prendra toute sa vie parce qu'il faudra bien qu'elle passe par la pilule ou par le stérile hormonal. Donc, c'est très dur. C'est horrible. Oui, et puis c'est très dur, surtout quand vous n'êtes pas médecin et que vous êtes confronté à des médecins. C'est-à-dire que eux savent et vous ne savez pas. Et du coup, ça a été très, très dur. Pour des parents, ça a été très, très dur. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de parents qui sont confrontés aussi à la puberté précoce, c'est beaucoup de parents qui ont adopté. Et en fait, les enfants, la puberté précoce touche les petites filles comme les petits garçons, avec une incidence supérieure pour les petites filles. Mais il faut savoir que les enfants adoptés, en fait, dans des pays, dans des continents comme l'Afrique, en Inde, au Vietnam, dans certains pays asiatiques, quand les enfants arrivent en France, le changement, en fait, d'alimentation, le changement d'environnement leur fait déclencher immédiatement des pubertés précoces. Donc beaucoup de parents avec justement des enfants adoptés ont très très mal vécu la chose parce que bien souvent on n'est pas très sûr en fait de l'âge des enfants quand ils sont adoptés, donc c'est tout de suite remis sur ça, c'est-à-dire que non, mais de toute façon c'est des enfants qui viennent de l'étranger, c'est des petites filles qui viennent de l'étranger, elles ont l'habitude, comme elles vivaient entre guillemets dans une sorte de misère. Non mais ça c'est vas-y. Oui. Eh bien, c'est pas très grave si ça continue en fait. Donc c'est des parents qui ont été très très mal conseillés. Très très mal conseillés parce que non seulement on ne prend pas en considération la petite fille en France, parce que moi je l'ai vu avec ma fille, ma fille avait une super endocrinologue, pour le coup je suis super bien tombée, mais les autres, en plus on ne prend pas en considération que vous êtes une petite fille, mais en plus comme vous venez de l'étranger, c'est pas très grave en fait. Parce que du coup vous allez avoir accès aux services de soins. Du coup, donc on a eu la chance de bien tomber en fait, de tomber sur une super endocrinologue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Du coup, oui, mais on voit effectivement, tu fais bien de le souligner, l'écart de prise en charge entre les femmes et les hommes. Est-ce que, pour le coup, dans les parents que tu as rencontrés, donc tu parlais alors on va faire un petit aparté là-dessus, parce que c'est pas trop le sujet, je veux pas que ça prenne trop de place, mais pour le coup, chez les petits garçons aussi, ça existe. Oui. Et là, le sujet, est-ce qu'il est traité aussi avec autant de... Je vais pas dire négligence, mais pas loin, ou pas? Au niveau du discours qui est en fait donné pour les traitements, je pense que chez les petits garçons, c'est beaucoup plus important.
parce qu'on vous dit, une femme petite, oui, c'est pas top, mais ça passe. Mais chez les petits garçons, c'est cruel parce que c'est très, très appuyé chez les parents. C'est vous imaginez, il sera un petit garçon, il sera petit, quoi. Il sera vraiment petit. Et vous imaginez, s'il veut faire tel et tel métier, vous imaginez plus tard... les discours, oui, sont très, très culpabilisants. Très, très stéréotypés aussi. Oui, très stéréotypés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un homme accompli et faire 1m50 ou 1m60. C'est pas possible. Ouais. Et c'est pour ça que dans ma page Facebook, j'aime bien rappeler aux différents parents les âges moyens, enfin les tailles moyennes, pardon, en expliquant qu'une femme en France, la moyenne, c'est 1m64. C'est pas très grand. Et pareil, je donne les moyennes au niveau des hommes. Et là, les gens relativisent en disant, mais, ah oui, plein de fois, on m'a dit, mais t'es sûr que c'est les bons chiffres? J'ai dit, oui, effectivement, c'est les bons chiffres. C'est ça, en fait, on n'est pas très grand. C'est juste un imaginaire qui voudrait que l'on soit très grand, plus grand. Alors moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que moi, j'ai connu le contraire. Tu vois, moi, je suis 1m93 et on m'a toujours dit, c'est bien, t'es grand. Alors, je vais pas mentir, hein, être un homme grand, socialement, c'est bien perçu, quoi. Ça a quand même des inconvénients majeurs, mais c'est bien perçu et c'est vrai que... ça pointe aussi ce que tu dis, vraiment, c'est ce côté très stéréotypé, quoi. On peut pas être un homme, être petit et déjà être. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que dans la conscience collective, on peut pas être un homme et être petit, quoi. Oui. Tu vois, c'est dingue. Non, oui, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'endocrinologues qui disaient à certains parents, oui, mais si c'était une fille, j'insisterais pas parce qu'elle pourrait mettre des talons. Mais lui, c'est un garçon, il pourra pas mettre de talons. Faut forcément être grand. Donc, ça veut dire que... C'est bien, parce que tu vois, ça veut aussi dire qu'on peut être un homme et pas mettre de talons. Je me demande ce que Nicolas Sarkozy penserait de cette... avec qui je n'ai aucune appointance politique, hein, je le précise, mais... Non, mais tu vois, c'est super intéressant parce que j'aime bien cette parenthèse, finalement, parce que, tu vois, on voit souvent sur les réseaux des photos de sportifs, par exemple, qui sont interviewés par des journalistes femmes sportives. Et je sais pas si tu as déjà vu cette photo où tu vois un footballeur qui est surélevé en fait. Ah oui. Tu le vois pas dans le champ, mais il est surélevé. C'est comme les photos qu'on pouvait voir, restons sur ce cher Nicolas, et qui a une femme très grande, hein, Carla Bruni, qui est très grande par rapport à la moyenne, alors que lui est très petit, et sur les photos, il faut toujours qu'il soit à la même taille. Équilibré, oui. C'est dingue, quoi. Oui. C'est dingue que ça joue autant, si tu veux, sur nos constructions. Oui, et du coup, et quand moi j'ai découvert ça, je me disais, bon, quand tout le monde des a priori, des préjugés, ok, mais dans le domaine médical, je pensais que comme c'était purement et simplement scientifique, qu'il n'y avait pas ces a priori. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être là où il y avait le plus d'a priori et de préjugés sur en fait le corps. Sur le corps et ce qu'il était et ce qu'il allait devenir surtout. Sur la norme, quoi, tu vois. C'est ça. Cette tyrannie de la norme que vous nous imposez, quoi. Oui. Tu vois, comment est-ce qu'on peut d'un côté se dire que des concours de beauté c'est discriminant parce qu'il y a une taille minimum, parce que machin, et d'un autre côté que le corps médical en lui-même apprenne plutôt aux petites filles comme aux petits garçons visiblement que leur corps, s'il n'est pas calibré comme il faut, ça va pas, quoi. Oui. C'est terrible. Ah non, mais le discours était très... C'est violent. Oui, c'est très violent. Et puis ça a été violent pour ma fille. Ouais, parce qu'elle était là. Oui, elle était là. Et en plus, oui. Et puis je suis issue d'une famille de grands. Et du coup, elle me disait, mais je serai pas grande comme toutes mes cousines, comme tous mes cousins. Est-ce que je serai plus grande que toi, plus petite que toi Voilà, il a fallu que je revienne sur des principes de base de la génétique pour lui expliquer comment ça se passait, Non, c'est violent. Parce qu'il joue aussi sur ça, en fait, sur l'affect que vous portez à votre enfant. Le fait de lui dire, oui, le traitement, c'est bon pour toi parce que tu seras grand. Ah, mais c'est terrible. Et on oublie, on occulte complètement les effets secondaires durant 2 ans. Et en plus, pire, au bout de certains enfants, au bout de 2 ans, quand on arrête le traitement, l'hypophyse qui a été mise au repos ne repart pas et on les pique à l'hormone de croissance. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, t'es juste un poulet, quoi. Voilà. T'es un poulet en batterie, quoi. Et on vous dit que c'est normal, que c'est pas très grave, tant qu'il obtient la taille normale. Ça me fait pointer, je reviendrai après, j'aurai une question pour continuer sur la puberté précoce, mais ça me fait quand même penser à une chose aussi dans notre pays, c'est que, tu vois, on te parle là des conséquences physiques, de l'aspect que tu vas avoir, de comment est-ce que les autres vont te percevoir, mais comme tu l'as très justement souligné, encore une fois, on met de côté la santé mentale, quoi. Quel effet ça va avoir sur la construction mentale
de l'enfant, tu vois. C'est complètement mis de côté. Ah oui, non, mais alors, mais enfin, il n'y a pas de psychologie pour les enfants, pas du tout. Déjà, bon, je ne veux pas généraliser, mais en général, dans la médecine, et notamment en France, l'aspect psychologique, on le voit bien avec aujourd'hui tout ce qui se passe avec le problème au niveau de la gynécologie, des maltraitances gynécologiques. Ouais. Je veux dire, ce sont des faits. On occulte complètement l'aspect psychologique donc des femmes, des adultes qui peuvent parler, qui peuvent verbaliser. Mais alors, les enfants, c'est pire. Les enfants, moi, j'ai trouvé que c'était incroyable qu'à aucun moment on parle de sa psychologie. Ce qui était vu comme psychologique, c'était oui, mais elle vous en voudra quand elle sera adolescente et qu'elle sera petite. Un moyen de pression, quoi. Voilà. Oui, clairement. Merci du mot. Oui, un moyen de pression. Oui. C'est clairement ça. Ça me rappelle. Enfin, je vais ouvrir une autre parenthèse. Mais moi, ça me rappelle chez nous ce qu'on a connu dans le milieu médical avec l'accouchement de notre fille, où toutes les données étaient OK, si tu veux. Enfin, Sarah voulait pas sortir, tu vois, elle était bien. Et toutes les données étaient OK, mais on nous a tenu des discours extrêmement culpabilisants en disant qu'on mettait en danger la santé de notre enfant. Et heureusement, ma compagne qui est professionnelle de santé, à un moment, a osé dire OK, ce mot que vous venez, cette expression que vous venez d'utiliser, sur quelles études vous appuyez, quoi. Moi, je suis pro de santé, sur quelles études vous appuyez? Et bien sûr, pas de réponse. Oui. Pas de réponse, parce que c'était bien entendu pour d'autres raisons qu'ils voulaient déclencher, mais le discours, en effet, peut être très culpabilisant. Alors, attention, comme tu l'as souligné, il y a un système, il y a une tendance dans le système, mais on sait bien que tous les pros de santé ne sont pas bien sûr. se remettent en question, beaucoup se remettent en question, beaucoup changent leur pratique au fur et à mesure que les paroles se dédient, mais faut-il que les paroles se dédient, quoi. C'est ça. Et ça me semble être un sujet important. Comment ça s'est passé à l'école pour ta fille, pour le coup? Eh ben alors, bien, puisque du coup, comme elle n'a pas encore eu ses règles, donc voilà, elle était juste... Ce qui a commencé à la gêner, par contre, c'est l'arrivée de tout ce qui est poils, en fait, au niveau des bras, donc des aisselles. Voilà, donc cet été, par exemple, elle me disait, je me mets plus en débardeur, je me mets plus en maillot de bain, parce qu'on va voir mes poils, et puis les jambes au niveau de la pilosité aussi. Mais du coup, après... L'insouciance de l'enfant revient quand elle est au bord de la piscine ou qu'il fait chaud. Elle me dit oui, c'est bon, je vais mettre mon maillot de bain ou je vais remettre mon débardeur. Mais du coup, c'était marrant parce que du coup, autour d'elle, elle essayait de faire un peu de diagnostic. Dans la cour de récréation, elle me dit maman, tu vois, dès qu'elle rentre, elle me dit je pense qu'elle a une puberté précoce. Je pense qu'elle aussi. Donc, ça va parce qu'elle a été une fois de plus bien entourée. J'ai acheté tout ce qui était littérature. Voilà. Même si j'ai trouvé que c'était pas très, très bien fait puisque c'est encore un sujet méconnu, je trouve. Mais comme elle a été bien accompagnée, puis qu'elle était au cœur d'un projet, on en parlera après, donc d'un projet pro et d'une association, du coup, je pense que pour elle, ça a été beaucoup, beaucoup plus facile, puisqu'on a anticipé tout ce qui avait pu se passer, tout ce qui allait se passer. Du coup, elle était confiante, elle savait où elle marchait. Et puis, ça fait un bel engagement parental aussi, quand même, tu vois. Je veux dire, à un moment, moi, tu vois, quand je projette mes connaissances de l'enfant sur le sujet, je me dis, quand ta figure ou tes figures d'attachement principales prennent vraiment le sujet, tu vois, prennent le sujet, te font confiance aussi, parce que mine de rien, même si elle t'a peut-être rien demandé, en disant ok, il n'y aura pas de traitement, on va laisser notre fille, c'est aussi passer le message on lui fait confiance à elle, à son corps et à son développement, tu vois. Et c'est un très très beau message. Oui, non, mais c'est vraiment, je reviens sur l'association, mais c'est ce que je ressentais, je voulais en fait le véhiculer et je voulais que les autres parents le prennent aussi comme ça. Ouais. Parce que même si les endocrinologues vous disent que c'est pas pathologique, on vous le dit tout de suite. Attention, c'est pas une pathologie, mais c'est traité comme une pathologie. Et du coup, c'est culpabilisant. Et du coup, le message que vous faites passer à votre enfant, il est plus en fait, il est plus plein d'amour, de confiance, de bienveillance. Vous êtes plus cette maman maternante. Vous devenez cette maman qui a peur, qui est dans l'hypervigilance, et qui reprend sa puberté à elle, la transpose sur son enfant. Et du coup, oui, j'avais aussi besoin, donc ça a été dur aussi pour moi, mais je me disais, c'est elle qui vit ça et c'est encore beaucoup plus dur pour elle, en fait. Je trouve ça incroyable, en fait, les mots que tu viens d'utiliser, parce que, en fait, comme tu disais, il n'y a pas de pathologie. C'est-à-dire, la santé de l'enfant n'est aucunement en danger, c'est juste qu'il va sortir de la norme. Et on s'aperçoit que on considère, je vais m'autoriser à dire que sortir de la norme est considéré comme une pathologie en l'occurrence. Oui, tu vois. Un handicap. Et même, ok, le mot est fort. Mais je trouve ça incroyable, tu vois. C'est-à-dire que c'est ce pouvoir qu'on a sur la norme et sur ce que l'enfant doit devenir et pas sur ce qu'il est. Oui. C'est incroyable et je trouve ça d'autant plus beau et d'autant plus fort
la position que vous avez eue et que vous avez tenue, et cette association donc, que tu as créée, Tente Rouge. C'est ça. Pour parler du sujet déjà, pour libérer la parole et pour informer, c'est ça? Oui, et puis pour montrer aussi à ma fille et puis à tous ces petits-enfants, en fait, que tu parlais de figure d'attachement tout à l'heure, qu'on les aime en fait d'un amour inconditionnel. Et quand on dit inconditionnel, c'est sans condition. Qu'elle soit physique, qu'elle soit d'ordre mental, qu'elle soit d'ordre de l'orientation sexuelle ou de l'orientation professionnelle. Et j'avais vraiment besoin de transmettre ça à ma fille. Je me disais, si je dois laisser quelque chose et si je dois laisser une trace, c'est celle-ci en fait. Dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables sous prétexte qu'on est dans une société où il y a des normes. Et donc, ça me rappelle une petite anecdote avec son endocrinologue. Donc, on venait de sortir du rendez-vous et effectivement, elle avait insisté sur la petite taille, donc auprès de Soumaïa, parce que je voulais aussi qu'elle échange avec elle. Et donc, en sortant, je vois que ma fille est quand même soucieuse, un peu prise de panique, et je lui dis, mais qu'est-ce qui va pas? Et elle me dit, tu vois, elle me dit, c'est sûr, je vais être petite. Et comme elle me le répétait souvent, mais là vraiment, voilà, ça se voyait, ça la prenait aux tripes. Et donc je me suis arrêtée dans le cabinet et je lui ai dit et qu'est-ce que ça t'empêchera de faire en fait si t'es petite? Et elle me dit je sais pas, mais comme le docteur arrête pas de dire que je vais être petite. Et là je lui dis à ma fille, je lui dis tu sais, ton médecin, je lui dis elle est plus grande ou plus petite que moi? Elle me dit elle est beaucoup plus petite que toi, on dirait qu'elle a ma taille. Et je lui dis pourtant tu sais, elle est médecin et elle est même endocrinologue. Et l'endocrinologie, c'est une des spécialités de médecine les plus difficiles. Je lui dis est-ce que ça l'a empêchée d'être médecin et d'être endocrinologue? Je lui dis elle est brillante quand même ton docteur. Elle me dit oui. Je lui dis est-ce que tu la trouves jolie? Elle me dit oui, elle est très jolie. Je lui dis est-ce que tu penses qu'à côté de son métier, elle fait pas plein de choses? Elle me dit si. Je lui dis est-ce que tu penses que sa petite taille l'empêche de faire des choses? Elle me dit non. Je lui dis ce qui est valable pour elle, même si elle te dit que tu risques d'être petite, c'est valable pour toi. Et je pense que là, le fait de l'imager et que ma fille est quelqu'un en fait en se disant c'est quoi le double discours qu'on me tient? Elle est petite, mais elle est médecin, elle est jolie, et elle me dit que moi, il faut que je sois grande pour finalement réussir. Et là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, tu peux pas en fait tenir que compte de ce qu'elle te dit. C'est pas tout ce qu'elle dit n'est pas un référentiel, n'est pas parole universelle. Il faut que tu... Et je me rappellerai parce que ce rendez-vous a été déterminant. Et tu vois, en même temps, je me dis que au niveau de l'endocrinologue, qui sur lequel nous ne posons aucun jugement, soit dit en passant. Bien sûr. Je pense que c'est important de le rappeler. Je peux pas empêcher de me dire que, mine de rien, soit il y a un stéréotype de norme qui est intégré de manière inconsciente, tu vois. Soit il y a aussi peut-être un vécu qui a été... peut-être qu'une des réalités, c'est que quand tu es dans la norme ou quand tu es grand, par exemple quand tu es un homme, moi je sais que être grand et un homme, certes, ça a des contraintes physiques chiantes, comme se baisser quand on passe les portes, mais socialement, il y a de sacrés privilèges, tu vois. On m'a plus facilement vu en position d'autorité, de leadership, si tu veux, parce que je suis un homme grand. Oui. Je pense. Peut-être aussi, si tu veux, qu'il y a aussi cette... que même si on est une femme petite, ce qu'on souhaite, c'est éviter à une autre femme, qui pourrait être petite, de connaître... c'est même... de ne pas connaître ce privilège, tu vois, de connaître ses freins, ses difficultés supplémentaires. Mais comme tu l'as très justement dit, ça n'empêche en rien, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je n'ai jamais été dans le jugement. Parce que je me suis rendu compte justement que même moi, d'ailleurs, je ramenais ma propre puberté à ma fille, en fait. J'avais le recul nécessaire pour me dire non, stop à des moments donnés. Mais beaucoup de personnes, en fait, ne l'ont pas. C'est pour ça que jamais j'ai été dans le jugement, juste toujours dans l'explication. En fait, juste d'amener les gens à la réflexion. Non, mais si tu penses ça, si tu as cette croyance limitante ou si tu penses que c'est le bon choix, pourquoi en fait? Simplement de ramener l'interrogation, de s'interroger. Et donc Tente Rouge, c'est une association, mais c'est aussi autre chose? Oui, c'est une marque de lingerie menstruelle. Très bien. Parce que donc, quand j'ai créé ma page Facebook, j'ai fait un petit questionnaire. Parce que je me suis posé la question. Je me suis dit finalement, moi, sur la balance bénéfice-risque, on m'a dit de mettre la petite taille et les règles hémorragiques, mais je me suis aussi dit, dis donc si elle avait ses règles maintenant, parce que ce qui était probable, parce que c'est ce qu'on m'annonçait. On m'annonçait des règles imminentes dans les 2 mois, donc elle allait avoir ses règles à 7 ans. Et je me dis donc, ma petite fille, je la voyais pas très bien dégourdie, elle changeait ses serviettes hygiéniques, et en plus il n'y a pas de serviettes hygiéniques adaptées à leur taille. Je me disais, à l'école, il y avait beaucoup de petites filles qui avaient pris des remarques, parce que bien souvent quand elles disent...
Oui, qu'elles disent à leur maîtresse qu'elles ont leurs règles, elles ne sont pas crues. Oui. Parce qu'elles ne savent pas, en fait. Donc, c'est pareil, c'est pas un jugement. Hein. Mais du coup, elles ne savent pas. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des enseignants qui écoutent le podcast et je pense qu'il y a des enseignantes qui écoutent le podcast et je pense que c'est important de tenir compte de ça. Oui. Que ça peut arriver que ce soit un avancé aussi parce que je pense que, tu vois, avoir 11 ans, entrer au collège, avoir juste une puberté, enfin juste entre guillemets, avancée telle qu'elle est catégorisée, ça doit pas être facile et je pense que même pour les enseignants, c'est pas forcément évident d'appréhender. Ah non, mais puis surtout Mais quand alors, c'est à petit. 7 ans. Oui. Non, mais il y a des retours de parents, voilà, il y a des parents aussi qui ont honte. Du Ouais. coup, pendant les périodes de menstruation, on n'envoie pas leurs enfants à l'école. Et du coup, c'est des enfants, voilà, qui sont stigmatisés de petites filles à cause de France. l'absentéisme, bien sûr, en France. Et ah oui, parce que attention, hein, autant il y a des maîtres et des maîtresses super qui comprennent, à qui on peut expliquer, mais il y en a en fait pour eux c'est tellement violent et puis ça paraît tellement irrationnel qu'ils ne croient pas et que du coup on a peur en fait du jugement et du coup c'est beaucoup des familles en fait qui pendant cette période-là vont enlever leurs enfants de l'école. Et du coup, ces enfants vont être catégorisés en disant bah, ils sont très absentéistes, les familles doivent avoir des problèmes, tout ça. En fait, non, c'est juste la petite fille qui a ses règles, qui n'a pas envie en fait, de dire à sa maîtresse, parce que peut-être qu'elle trouve déjà sa maîtresse dure, donc elle se dit mais je peux pas lui dire que j'ai mes règles, aller aux toilettes, tout ça. Donc, du coup, on préfère les garder à la maison. Puis on a peur de la tache rouge. Alors la tache rouge, ça a été très très marrant là pendant ces 1 an de recherche, de réflexion. C'est beaucoup ce qui revient, c'est oui, mais si elle a une tache rouge. Et en fait, on a l'impression que si un jour, à un moment donné, tu as cette tache rouge, bah, tu es comme maudite pour le reste de ta vie et toute ta vie, tu porteras ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un post qui n'arrête pas de tourner sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, on parle d'actes héroïques, mais alors pas du tout. C'est simplement une adolescente qui a ses règles dans le bus ou je ne sais pas où. Et un garçon va lui mettre son pull autour de la taille. Chose banale, normale. Mais on a fait de ce post, j'ai vu, il a été repartagé, je crois, des millions de fois en disant « Waouh, extraordinaire, il a mis son pull ». Mais du coup, en rendant cet acte héroïque, on dit en fait qu'elle était en danger, que c'était très difficile pour elle, dur, que c'était anormal, qu'il fallait la sauver. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire « Mais non, c'est rien. Si demain, j'ai un peu plus de sang que d'habitude, que j'ai taché mon pantalon, ça fait rien. » Et à la limite, voilà, je pourrais marcher avec mon pantalon, avec ma tache rouge, et ça ne me poserait pas de problème et ça n'aurait pas d'impact sur toute ma vie. Je suis tellement d'accord avec toi. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il faut aussi avoir, tu vois... En fait, je me projette en tant que père sur ma fille, tu vois, là. Et, parce que moi, j'ai une amie qui a eu ses règles le premier jour de lycée, le premier jour de rentrée au lycée à 15 ans, avec un pantalon blanc. Ah oui. Et ça a marqué, ça l'a marqué clairement, et ça a marqué tout le monde parce qu'elle a eu cette fameuse tache rouge et elle a été extrêmement moquée. C'était le jour où elle a eu le plus honte de sa vie. Alors à l'époque, oui, bien sûr, oui. On s'est perdu de vue depuis quelques années, mais jusqu'à mes 20 ans à peu près, je la côtoyais et à l'époque, vraiment, c'était vraiment un moment qui l'avait marqué profondément. Et si tu veux, je me dis, moi en tant que père, c'est un peu comme envoyer son petit garçon avec une robe à l'école, quoi. Oui. Je veux que ma fille se sente à l'aise avec une tache de sang. Je veux que ça ne l'inquiète pas. Je veux qu'elle dise ok, ça arrive. Je veux qu'un petit garçon puisse aller à l'école en robe. Mais je sais aussi dans quel monde il évolue, tu vois. Oui. Et c'est vrai que ça, je trouve que quand t'as un parent qui est engagé, comme toi, comme moi, il y a toujours cette balance, tu vois, qui est très dure. Et pour revenir au post dont tu parles, que j'ai vu en effet passer, je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit, putain, mais ça devrait pas être héroïque. Oui. Mais ça l'est. Ça l'est. Tu vois. Et il faut... Et au lieu... Je suis totalement... disons que pour moi, il a une attitude qui n'est pas héroïque, qui est convenable dans le contexte dans lequel on vit. Voilà. Oui. Mais qu'en effet, le porter en héros... ça veut dire qu'on occulte, on invisibilise la menace, enfin pour le coup, on donne encore plus de poids à la menace culturelle qui tourne autour de la tâche, quoi. Tu vois, au lieu juste de se dire, tiens, il a pensé que, et on pourrait peut-être même pousser le vice, on pourrait même se dire, tiens, il est intervenu alors qu'elle lui a rien demandé, que ça se trouve, elle était très à l'aise. Oui.
tu vois, aussi. Oui, bien sûr, mais c'est d'où l'impact sociétal quand Ouais, on voit c'est que pendant vrai. des années, pendant les publicités pour les périodes, les Le sang serviettes bleu. hygiéniques, le sang bleu. On a honte du sang rouge, on a Ouais. honte. C'est une honte. Tu sais que moi, petit, quand le sujet des règles est arrivé chez ma sœur, hein, parce que j'ai une grande sœur, je me suis posé, et je sais même pas, je crois même pas en avoir parlé à mes parents, mais je me rappelle en avoir parlé avec mes copains, en me disant, ma sœur, apparemment, elle commence à avoir ses règles, elle va avoir du sang de schtroumpf, tu vois. Ce qui est doublement con, parce que les schtroumpfs saignent rouge. Oui. mais en plus, tu vois, j'avais vraiment cette croyance, parce que je comprenais pas bien, moi, ce que c'était à la télé. Si tu veux, quand j'ai demandé, c'est pour quand les femmes, elles ont leurs règles. Voilà, c'était ma réponse. Ce qui, en soi, mine de rien, je reste assez content de cette réponse maternelle, parce que on me cachait pas que les règles existaient, au moins, tu vois. Oui, oui. Mais par contre, pour moi, c'était du sang bleu, quoi. Voilà. Et je sais pas, j'ai dû comprendre franchement, sans dire des conneries, j'ai dû comprendre à l'adolescence que c'était pas du sang bleu qui sortait. Mais c'est normal, parce que quand tu vois une publicité, tu prends pour argent comptant. On te dit c'est bleu, ben c'est forcément bleu, quoi. Et puis les gens autour de toi, tu vois, les femmes autour de toi qui regardent cette publicité, ça les choque pas. Oui, non, il n'y a pas de non-dit. Ah oui, effectivement. Moi, ma mère, ça parle des règles. Ah d'accord, ok. Bon. Tu vois, et c'est vrai que tu vois, j'aurais pu exprimer, lui dire, petit garçon, mais attends, mais en fait, tu vois, ça avait l'air tellement évident. Oui, qu'on n'en parle pas. Je me trouvais con de poser la question. C'est ça, c'est évident, on n'en parle pas. Ouais, Tout le monde sait que c'est rouge, mais on peut pas le montrer. Ouais. Mais là, pour le coup, moi, tu vois, en tant que petit garçon, je me disais, écoute, tout le monde sait que c'est bleu. Moi, ça me paraît bizarre. Mais visiblement, tout le monde sait que c'est bleu. Donc tout le monde est au courant. Je vais pas avoir l'air con. Je vais dire, ok, c'est bleu. Oui. Et on est reparti très loin là. Oui. Et donc, pour le coup, des protections qui seraient. Je reviens sur le sujet de tente rouge et des protections hygiéniques. Donc, je m'autorise à penser qu'il y a que dans les collections, je sais pas si on peut dire collection. Oui, alors. Vas-y. Donc tente rouge, donc c'est donc la culotte menstruelle, hein, donc on fait pas de protection hygiénique, on fait que de la culotte menstruelle. D'accord. Et effectivement, nos tailles vont du 8 ans jusqu'à la femme adulte, parce que je me suis dit, mine de rien, je voulais qu'il y ait deux choses. Je voulais que, toujours pour revenir à ma fille, je voulais qu'elle sache que demain, si elle avait ses règles, elle serait protégée et qu'elle pourrait avoir des systèmes en fait, de protection hygiénique sans plastique, sans produits irritants, voilà. Et je me suis dit aussi, bêtement, naïvement, je me suis dit que je pourrais rescolariser des enfants, en fait, des petites filles. Ouais. Je me suis dit... En fait, les petites filles, elles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles ne peuvent pas s'acheter une serviette hygiénique ou parce que leur école, en fait, n'est pas équipée de sanitaire. Mais la culotte menstruelle, c'est 8 heures d'absorption. Et je me suis dit, 8 heures, c'est parfait, en fait. Ça tient une journée d'école. Voilà, ça tient une journée d'école. Et même pour les petites filles en France qui loupent l'école ou qui sont en précarité menstruelle, elles peuvent aussi porter la culotte. Cette culotte, voilà, c'est pratique, voilà. Mais on m'a tout de suite dit, oui, mais attends, ok, mais si elles ne peuvent pas s'acheter une serviette hygiénique, elles n'auront pas non plus accès à ta culotte. Je te cache pas que c'est la question que j'allais te poser. Exactement. Donc je me suis dit, faut faire quelque chose en fait. Je me suis dit, il faut absolument que mon projet soit pas engagé que sur le papier. Il faut qu'il soit vraiment engagé. Et du coup, donc là, on lance normalement aujourd'hui notre campagne Ulule en fait. Et donc dans notre campagne Ulule, pour chaque culotte achetée, on reverse directement une culotte menstruelle. Mais alors c'est pareil. Je précise juste qu'on enregistre le lundi 20 décembre. Voilà. Et donc, soyez pas étonnés si vous m'avez vu partager sur les réseaux une campagne Ulule de tente rouge. Et du coup, donc cette campagne-là, en fait, je voulais aussi la redimensionner. C'est-à-dire que toi, comme moi, je pense que tu as déjà été confronté. Tu sais, maintenant, quand tu passes en caisse, on te dit rajouter 1 euro pour faire une donation à une... Mais on ne sait jamais finalement où cet argent va ou où elle part. Et je me suis dit, non, moi, je vais montrer où ça va et je vais montrer... Pas simplement, on ne fait pas des dons, on les rescolarise. Parce que les donner, ça n'a pas forcément d'impact. Mais de leur expliquer, de leur montrer que grâce à ces culottes-là, elles vont pouvoir retrouver le chemin de l'école, moi, j'ai trouvé ça puissant. Et je me suis dit, en tant que femme, on est puissante et on va montrer qu'on a cette puissance-là. Du coup, on a répertorié au Sénégal des écoles, des clubs de sport, des universités, des associations avec qui on va pouvoir travailler et pas simplement donner. C'est-à-dire que je ne veux pas, moi, envoyer un colis avec des culottes en disant, on a fait une campagne de crowdfunding et me dire, c'est bon, j'ai bonne conscience. Non, on va y aller, c'est prévu qu'on y aille en mai. On va aller les distribuer, on va aller informer en fait tous ces groupes de femmes en fait qui sont proactives et qui veulent
être informés, qui veulent que les choses changent. Parce que j'ai une amie qui a écrit un livre justement sur la précarité menstruelle au Sénégal. D'ailleurs, je la remercie parce qu'elle a fait un travail fabuleux et qui, elle, justement, a pu s'en sortir aujourd'hui. Bon, elle est ingénieure dans le nucléaire, mais combien de filles, en fait, qui sont restées au Sénégal et qui sont restées sur le carreau, en fait, en regardant un monde où être un garçon est un vrai privilège. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit à l'instruction, ils ont le droit d'avoir un avenir, ils ont le droit de se projeter. Moi, en tant que femme, ça me fait très mal parce que je suis jumelle et j'ai un garçon, enfin mon jumeau, c'est un jumeau. Et je me suis dit, moi qui adorais l'école, mais j'aurais trouvé ça d'une injustice de le voir lui partir à l'école à travers les vitres de ma fenêtre et moi devoir être cantonnée à la maison sans pouvoir même rêver. Tout ça parce que je suis une femme menstruée, une petite fille avec ses règles. Non, c'est vraiment des choses... On voit tous des injustices, en fait. On est tous confrontés par des articles, par de la presse, par des vidéos. Et ça nous touche sur le moment. Puis après, on délaisse, on revient à notre quotidien. Mais pour ce projet-là, quand j'ai décidé l'année dernière, en août dernier, que je le ferais, qu'il n'y aurait pas de point de non-retour, et que peu importe ce qui arriverait, je le ferais. Et je le fais aujourd'hui, puisque ma marque est créée dans mon propre atelier. J'ai créé mon propre atelier de confection, donc dans la Loire, où de nombreuses couturières créent ma propre marque, où elle est dessinée, où elle est pensée pour des petites filles, pour des femmes. Et pareil, pas dans une culotte menstruelle où il faut encore avoir honte d'avoir ses règles, donc dans des modèles noirs, passe-partout. Non, nous on a créé de la lingerie, parce qu'on ne va pas se cacher, et on ne va pas avoir honte. Et le projet est tellement engagé, c'est-à-dire que d'être comme ça et de montrer en fait à ces petites filles, parce qu'elles sont les grandes femmes de demain, qu'on peut avoir ces règles différemment et que c'est en aucun cas une condamnation, ni une pathologie, ni quelque chose qui va vous forcer à vous arrêter à un moment donné et de me dire, voilà, ce projet-là, on va le porter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Tente Rouge, en fait. C'est lié un peu à l'histoire biblique. C'est en fait les femmes en fait, du prophète Jacob qui se retrouvaient sous cette tente rouge en fait. Et sous cette tente rouge, il n'y avait que des femmes. Donc elles parlaient de leur menstruation, on enseignait, on faisait des rituels donc de passage pour les petites filles quand elles avaient leurs règles. On allaitait, on parlait sexualité. C'est d'ailleurs là où elles avaient leur premier rapport sexuel. Et tout ce qui était dans cette tente rouge était cette sororité, c'était de la bienveillance. Aujourd'hui, on le voit bien économiquement, on divise les femmes sans arrêt, les pro-allaitantes, celles qui n'allaitent pas, celles qui retournent travailler, celles qui ne travaillent pas. On est sans arrêt en train de nous diviser. Moi, je me suis dit non, stop. On va recréer cette sororité. On va appeler cette marque Tente Rouge. On va souhaiter à toutes ces petites filles, à toutes ces femmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont touchées par cette précarité menstruelle. On va leur dire bienvenue sous la tente. Et on n'est pas là pour créer une société qui va faire de l'argent pour faire de l'argent. On va créer une société qui va faire de l'argent pour rescolariser, pour aider, pour instruire. Parce que, je veux dire, voilà, c'est trop facile d'envoyer un colis avec des culottes en disant, voilà, on a aidé. Non. On va montrer qu'en trouvant des solutions, parce qu'il y a des solutions aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir rescolariser. On va pouvoir leur permettre à nouveau de rêver, en fait. Et c'est ce que j'explique à ma fille. Je lui dis, regarde, toi, même dans cette situation-là, tu as été vue par des médecins, tu as été entourée, tu as de la littérature, tu as un projet énorme qui est autour de toi. Eh bien, ça, Soumaïa, il faut aussi qu'on le donne, il faut aussi qu'on le partage, il faut aussi qu'on aille aider, il faut qu'on le fasse. Et du coup, c'est ce qu'on fait en fait avec Tente Rouge. Donc du coup, on a déjà offert 200 culottes à l'association Révèle ta Reine, qui va faire le rallye des gazelles en 2022 et qui a pour but justement d'apporter des kits d'hygiène, donc composés de différents matériaux à des femmes en fait des Hauts Atlas du Maroc. Donc le don est déjà il est déjà promis, il n'a plus qu'à être conçu et c'est ce qu'on va faire. Donc le Sénégal, c'est qu'une première étape sur le long chemin de la rescolarisation, de l'instruction des petites filles. C'est beau, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique comme projet et je pense que l'épisode sortira une fois que la campagne ONU sera finie et je lui souhaite tout le succès Merci. possible. Je trouve ça très beau. C'est un beau projet, je trouve ça aussi, je suis assez admiratif de voir comment, d'une situation si particulière, tu arrives à en faire quelque chose de positif, de constructif pour toi et pour les femmes. J'ai une dernière question à te poser. Parce que je me projette toujours dans ta situation et je me dis, attends, si ma petite fille devait avoir ses règles à 7 ans, bon, ok, la sexualité, si tu veux, c'est un sujet qu'on aborde déjà de manière adaptée, mais pour le coup, est-ce que ça précipite pas aussi ce sujet-là, quelque part, de se dire... waouh quoi, comment est-ce qu'elle va être vue aussi par les hommes, tu vois, comment est-ce que je lui en parle quoi. Ah oui, mais alors, donc
donc je suis comme toi, hein, la sexualité, on en parle, voilà, avec des supports adaptés, avec voilà, une conscience voilà, éveillée. Et effectivement, la sexualité, c'est posé. Et notamment par rapport au regard donc, des femmes. Donc c'est beaucoup les femmes qui s'inquiétaient et donc pas forcément les papas. Parce qu'une fois de plus, c'est pareil. Oui. Quand on va sur Google et qu'on tape puberté précoce, tout ça, on a plein d'articles qui ont ni queue ni tête et qui disent attention, voilà, c'est pareil. Les filles qui ont une puberté précoce, forcément, elles vont avoir une sexualité précoce. Forcément, voilà, ça va être des hypersexuels. Mais c'est pareil, on est dans la catégorie des on-dit, des je projette quelque chose sur la petite fille. Parce qu'il faut savoir que oui, une puberté précoce, forcément, on parle de puberté, on parle d'hormones. Donc oui, ma fille commence à prendre des formes et on vit dans une société où le corps de la petite fille, je pense aussi que je ne t'apprends rien, est hyper sexualisé. Non mais c'est... Voilà. C'est un gros sujet, oui. Voilà. Du coup, effectivement, dans la conscience collective, on peut être amené à penser que comme elle est puberte, elle est aussi raisonnée. Donc, elle peut avoir des rapports sexuels. Bon, là, se pose la question aussi du consentement, se pose la question du lien entre la puberté, donc des règles et de la sexualité, sachant que les deux n'ont pas de rapport. Hein. Il y a bien des filles qui ont leurs règles à 16, 17 ans et qui ont eu leur premier rapport sexuel, par exemple, à 15 ans. Mmh. Mais du coup, oui, tu fais bien de poser la question. C'est une question très pertinente parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de lien établi, si ce n'est voilà, le système hormonal de l'ovulation. Voilà, bon, ça, ce sont des faits scientifiques. Durant la période d'ovulation, la femme voilà, va vouloir en fait s'accoupler parce qu'effectivement, elle a une libido qui est un peu plus élevée. Mais d'autres études vont venir en fait contredire ces mêmes faits. Donc effectivement, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que du coup, ça a été mal perçu par certaines mamans et du coup, c'est très dur de ce qu'on projette sur l'enfant. En disant, c'est plus une petite fille, c'est une ado, donc elle va penser à ça. Mais c'est pas parce que nous, on y pense en tant que parents, parce qu'on est vigilant, que la petite fille va penser avoir une vie sexuelle. Mais effectivement, la limite est très, très fine. Et c'est surtout par rapport aux articles qu'on peut trouver, des articles de presse qui se disent scientifiques, que l'on peut trouver sur la puberté précoce, qui apportent le sujet, mais qui l'apporte aussi parce qu'effectivement, moi j'ai vu ma fille physiquement se transformer. L'année dernière, c'est une petite crevette, une petite fille. Aujourd'hui, oui, c'est une préadolescente avec les formes. Voilà, il faut réfléchir bientôt aux brassières. Oui, mais c'est une fois de plus contextualisé, c'est-à-dire que on est dans une société où, à cet âge-là, oui, elles peuvent déjà être hyper sexualisées. Non, mais c'est ça. C'est à remettre en effet dans le contexte de la société, de comment est-ce qu'on perçoit nous-mêmes la sexualité, de comment est-ce qu'on perçoit... je te cache pas que quand tu es aussi sensibilisé sur les sujets de la pédocriminalité et de l'inceste, c'est... Enfin, moi, tu vois, le premier truc que je me dis, c'est waouh. Si Sarah, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, devait avoir ses règles, avoir des formes, ce qui sera peut-être le cas, hein, en passant... mon niveau de vigilance qui est déjà, je trouve, hyper très élevé. On est dans le même club. Waouh, quoi. Et c'est difficile parce que d'un côté, il faut être vigilant, mais d'un autre côté, il ne faut pas faire peur. Oui. Tu vois, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec... c'est marrant, tu vois, parce que c'est un sujet que j'évoquais il n'y a pas longtemps avec Clémentine Sarlat. C'est le côté de savoir dans quel monde on vit, tout en donnant les moyens à ma fille de se réclamer de toutes les libertés, quoi. Oui. Tu vois, et là, tu vois, je me dis que ça ferait rentrer dans ces schémas-là à un moment où j'ai juste pas envie, quoi. Mais bon, on verra bien. Oui. Je pense que la vie, de toute façon... Oui. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de convenable, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de convenable ? C'est-à-dire que toi, tu sais, tu es un parent engagé, tu aimerais que voilà, ta fille vive libre et heureuse, mais... sociétalement, on sait qu'on ne vit pas tout seul et que, comme tu le dis, oui, bien sûr. Je le vois je rebondis sur ce que tu dis au niveau de la pédocriminalité, par exemple. J'ai une page Facebook qui est donc un groupe fermé, privé. J'ai très souvent, en fait, des demandes de personnes pas très... Voilà, qui posent des questions, savoir s'il y a des photos sur le groupe. Enfin, voilà, c'est pour ça que, d'ailleurs, dans notre charte, on interdit les photos. Oui, bien sûr. Non, mais c'est... Ouais. Et oui, elles sont vues comme étant des partenaires sexuels potentiels. Ouais. Bien sûr, quand on voit en Inde que dans certaines banlieues de Calcutta, l'âge de la première grossesse est de 9 ans. C'est... Voilà. C'est ouf.
Bah écoute, en tout cas, je trouve que c'est un super projet que tu portes. Merci. Grâce à cette expérience de vie incroyable. Et je te remercie beaucoup pour Merci tout ce à que tu toi as de dit. m'avoir reçu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.